L'armée russe au pied du mur. C'est une information importante aujourd'hui parce qu'on a la synthèse des méthodes de l'armée russe qui, presque dans tous les domaines, revoit ses moyens de recruter à tout prix des soldats. L'armée russe manque de soldats. L'armée russe est au pied du mur. Elle offre, par exemple, elle est décidée à offrir des salaires extravagants pour des soldats russes. Pour en parler ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Dominique Merchet. Bonsoir Jean-Dominique. Éditorialiste à l'opinion, spécialiste des questions de défense et de diplomatie. Votre papier, dans votre article, dans l'opinion de ce matin, on va le découvrir. Emmanuel Macron souhaite que l'armée s'occupe davantage de la jeunesse. Emmanuel Macron, avant cette intervention du 14 juillet, s'adressait aux forces armées hier, comme il le fait chaque année, et cette question a été au centre de son propos. Vous le notez pour vous en féliciter ou pour le déplorer parce que ce n'est pas forcément le boulot de l'armée? D'abord pour informer nos lecteurs, et puis personnellement, moi je suis plutôt réservé sur toutes ces formes de rétablissement d'un service national. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Je suis au contraire attaché au développement des réserves, c'est-à-dire d'une capacité que l'armée aurait d'avoir des militaires à temps partiel, on va dire. Plutôt, un peu comme en Suisse. Un peu comme en Suisse, un peu comme en Ukraine aussi, plutôt que d'aller prendre tous les jeunes à 16 ans pour leur faire une colonie de vacances un peu militarisée. Ça durerait combien de temps? Ça dure 15 jours, ce service. Il existe déjà, hein, il y a en ce moment il y a une session en ce moment. Il y a 40 000 à peu près cette année qui vont passer. L'idée, c'est de généraliser ça à une classe d'âge. 700, 800 000 par an, ça me semble démesuré en termes d'ambition pour un résultat dont on ne voit pas tellement l'importance. Donc je pense qu'avec les moyens limités qu'on a, il vaudrait mieux se concentrer sur des choses plus intéressantes, plus importantes. On dit souvent que c'est un moyen d'aviver le sentiment du devoir, le sentiment patriotique. Qu'en pensez-vous, Général Trinquant? Juste un point, on parle de la Suisse et de l'Ukraine, mais là c'est service national. La milice en Suisse, c'est tout le monde fait son service militaire. Donc, si vous voulez, on ne peut pas d'un côté dire on veut une réserve qui est ciblée sur 40 000, 60 000 personnes, et de l'autre côté montrer l'exemple suisse. L'exemple suisse, c'est l'ensemble des citoyens suisses qui font la milice, sauf cas très exceptionnels. Donc voilà, c'est... On pourra en parler, je sais qu'avec Dominique, nous avons un désaccord, on a un désaccord sur ce vieux point, désaccord qui date d'il y a 5 ans sur ce sujet. Donc voilà. Vous regrettez, vous, la fin du service militaire Ah non, pas du tout. Alors, c'est un autre sujet. Non, c'est un autre sujet. Porter les armes pour défendre son pays avait une raison avant les années 90. Elle a diminué, d'où la décision du président Chirac, puisqu'on était essentiellement encore expéditionnaire. Donc là, on est en train de parler de ce que le maréchal Lyautey, quand il était jeune colonel, avait écrit sur le rôle social de l'officier, sur le rôle social des armées. Et donc, lorsque le président a mis dans son programme, il y a 5 ans, le service national universel, le but était d'amener les jeunes, alors au départ c'était 18 ans, ça a été ramené à 16 ans, de passer un moment ensemble pour être informés sur la façon dont ils pouvaient servir leur pays. Donc ça débouche effectivement sur les réserves, qu'elles soient police, gendarmerie ou militaires, premier point. Et deuxième point, qu'on leur apprenne un certain nombre de choses, secourisme. Bon, et ça, c'est effectivement, ça dure 1 mois avec 15 jours d'internat et 15 jours de projet. C'est actuellement en expérimentation. Le président a dit depuis le début qu'il voulait le généraliser à une classe d'âge. Apparemment, les lignes bougent, puisque maintenant, Mme Sarah El Haïry, qui est responsable de ce projet, était au ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, elle a double subordination, ministère des Armées, Éducation nationale. Donc moi, j'attends de voir comment ça va bouger. La Lettonie rétablit son service militaire, mais ça n'a rien à voir. La Lettonie est un État frontalier de la Russie, à 200 km de frontière. Mais quasiment tous les pays de l'Est ont, d'une façon ou d'une autre, rétabli un service, une réserve, quelque chose. Donc, on a le plaisir d'accueillir, pour ceux qui ne s'en seraient pas aperçus, le général Trinquant. Bonsoir, général Trinquant. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Gentil. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Éditorialiste internationale pour nous à LCI. Et j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Lasserre. Bonsoir, Isabelle. Bonsoir, David.
Soyez la bienvenue, vous aussi. Vous êtes ancienne correspondante à Moscou pour Le Figaro et toujours chargée des questions de diplomatie, des questions de polémologie, enfin des questions de guerre. Polémologie. Oui, non, pour parler, pardon, de façon moins cuistre. Non, mais je prends. Vous prenez la polémologie? C'est la science de la guerre, c'est ça la polémologie. Hein. Bon. Personne pour me sauver la mise. J'ai remarqué, merci pour la solidarité, camarades. Voilà. Donc, commençons par l'Ukraine. L'Ukraine qui manque de bras et l'Ukraine qui met les grands moyens. La Russie. La Russie. La Russie qui met les grands moyens pour recruter à tout prix. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. La Russie craint de manquer de soldats. La Russie manque déjà de soldats. Quelles sont les informations nouvelles? La première information, c'est que Moscou est désormais prêt à tout pour enrôler des soldats dans cette guerre qui ne dit pas son nom. Petit rappel, la Russie n'est jamais entrée officiellement en guerre. On parle toujours d'opération militaire spéciale. Ça veut dire que pour renouveler ses troupes, elle ne peut pas s'appuyer sur la mobilisation générale, d'où les efforts démesurés désormais pour recruter et convaincre. Écoutez ce commissaire militaire, il est en charge du recrutement. Для того, чтобы вы приняли участие в данной специальной военной операции. Данную военную специальную операцию набираются граждане, прошедшие службу по призыву в возрасте до 50 лет, с заключением контракта от 3 месяцев. Значит, необходимо иметь хорошее здоровье, желание, денежное довольствие, которое начисляется за специальную военную операцию, составляет от 200 до 400 тысяч. Если у вас есть желание, обращайтесь в военный комиссариат города Конаково и Конаковского района. Vous l'avez entendu, et il faut s'arrêter sur ce point, entre 200 000 et 400 000 roubles par mois. Écoutez bien, ça correspond à 3 420 à 6 840 euros. On le répète, par mois. Pour en prendre la mesure, il faut comparer ça au salaire minimum dans le pays, 12 800 roubles mensuels, soit 140 euros. En clair, la Russie propose désormais 25 à 50 fois plus aux volontaires. L'équivalent en France, où notre SMIC est à 1 300 euros, serait de 32 000 à 65 000 euros par mois. Pour information, certes, nous ne sommes pas en guerre, mais un militaire de rang français est rémunéré entre 1 300 et 2 000 euros par mois. Deuxième fait qui est à retenir, et c'est une confirmation, l'âge limite est fixé à 50 ans. La Douma avait voté en ce sens en mai. Jusqu'alors, cet âge limite il était fixé à 40 ans. Troisième fait à retenir, on ne signe pas pour 1 an, 2 ans ou 5 ans, mais ceux qui s'enrôlent ont désormais la certitude qu'ils peuvent théoriquement tout arrêter au bout de 6 mois, voire au bout de 3 mois, comme on l'a entendu. Ça, c'est donc la carotte en quelque sorte, donc une énorme carotte. Quel est le bâton, Justine ? Le bâton, c'est que l'État central ne s'occupe pas de ce recrutement, mais il en fait peser le poids sur ce que l'on appelle les sujets fédéraux. Ce sont les subdivisions qui constituent la Fédération de Russie. Il peut s'agir de républiques, de territoires ou de régions autonomes. Et donc, concrètement, chacun de ces sujets a désormais pour ordre de former au moins un bataillon de volontaires. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. Autrement dit, gare à celui qui ne parviendrait pas à remplir l'objectif parce qu'une accusation de déloyauté ou de manque de patriotisme est vite arrivée. Et combien y a-t-il de ces républiques, territoires ou régions autonomes ? Vous allez les voir, il y en a 85 au total. Cela va de Saint-Pétersbourg à l'oblast de Nijni-Novgorod, plus de 3 millions d'habitants, qui fait environ la taille de la région Occitanie. Et il y a également la petite république de l'Altaï, 215 000 habitants. Jusqu'à présent, parmi eux, il y a les bons et les mauvais élèves. Et le meilleur élève, entre guillemets, ça ne surprendra personne, c'est la Tchétchénie, 1,3 million d'habitants. Clairement, le plus gros pourvoyeur d'hommes de l'armée russe. Regardez ces images, elles ont été publiées ce matin par Ramzan Kadyrov lui-même, le président de la République de Tchétchénie. On y voit un groupe de volontaires qui est arrivé à l'aéroport de Grozny pour être escorté ensuite vers les zones de combat, en l'occurrence pour eux la région de Donetsk. Kadyrov lui-même se vantait il y a quelques heures encore d'avoir déjà envoyé 10 000 de ces hommes au front, ceux qui surnomment les Kadyrovtsi. En tout cas, si on reprend les chiffres,
en sachant qu'un bataillon russe compte entre 700 et 1000 hommes, eh bien, ça veut dire que l'armée russe a un besoin urgent de recruter au moins 60 à 85 000 hommes. C'est beaucoup? Ah ben oui, c'est beaucoup, c'est même énorme, puisque ça représente plus de la moitié des effectifs qu'elle a déjà envoyés au front. Et rappelons que selon les estimations, eh bien, cette armée russe a entre 30 000 et 40 000 hommes hors de combat, c'est-à-dire morts ou blessés. Merci Justine. Jusqu'à 65 000 euros, l'équivalent de 65 000 euros, si on rapporte les choses. Enfin, c'est comme ça qu'il faut calculer, par rapport au salaire moyen ou au salaire minimum. Des sommes extravagantes, c'est dire à quel point on en est. Je vous voyais sourire ou réagir à ça, Jean-Dominique, quand vous avez entendu ça. Oui, c'est assez délirant comme somme. Je veux dire, et la méthode de dire au gouverneur, vous me trouvez un bataillon rapidement, vous pouvez venir jusqu'à 50 ans, au bout de 3 mois, ça montre la difficulté énorme dans laquelle l'armée russe se trouve en termes de ressources humaines. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les effectifs nécessaires. On le sait depuis quasiment le premier jour. On le voit de plus en plus. Là, on en a encore une preuve manifeste. Il n'y a pas de solution à ce problème. Il y a une solution. Il faudrait que la Russie change de modèle militaire. Changer de modèle militaire, ça prend des années. Et la dernière fois qu'ils ont essayé de le faire, ils n'y sont pas parvenus. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans une impasse. Donc là, ils bricolent. Ils bricolent avec des trucs, on vous donne 30 000 euros par mois pour aller vous faire trouer la peau dans le Donbass. Je ne suis pas sûr qu'ils auront beaucoup de volontaires, on verra bien. C'est très révélateur. Avant d'en venir à ce que ça signifie, effectivement, quelques précisions techniques, Général Trinquant. Un homme qui part au combat, là, par exemple, en ce moment, un soldat russe qui part en Ukraine, il tient combien de temps? Je veux dire, il passe combien de temps là-bas avant qu'on le relève? 3 mois, 6 mois? Non, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de relève. Aujourd'hui, on ne fait que recompléter et il n'y a pas beaucoup de relève. Et pour appuyer ce que disait Jean-Dominique Merchet, ce problème, c'est depuis le début. Je me souviens du président Poutine, quelques jours après le début de l'offensive, parlant déjà des problèmes des pensions qu'il allait verser aux militaires et de l'attention qu'il allait porter aux familles. Donc ça veut dire que depuis le départ, il y a un problème. Mais le problème, au départ, c'était d'essayer de maintenir les gens sous la pression parce qu'ils étaient au combat. Aujourd'hui, c'est compléter les effectifs parce que les effectifs sont manquants et qu'il n'y a pas de solution pour arriver à ramener des hommes au combat. En plus, très honnêtement, ça va être d'une efficacité très faible. Efficacité très faible parce que ça veut dire qu'on va constituer des unités pour les envoyer au combat tout de suite. Or, comme vous le savez, une armée, ça s'entraîne, ça se prépare, ça se monte en puissance, etc. On dit qu'il faut 4 mois minimum pour un soldat avant d'être envoyé au front. Et on a bien vu que dans la bascule déjà du nord au sud de Kiev jusqu'au Donbass, il avait fallu à peu près 1 mois et demi pour que tout se réorganise avec des unités qui étaient en manœuvre depuis des mois. Donc là, il va s'agir d'amener des unités qui ne sont pas au combat du tout, qui sont montées de briques et de broc et qu'on va envoyer au combat. Donc l'efficacité me paraît très réduite. Et d'un mot court, donc on disait un salaire moyen de soldat, ça va peut-être pas à voir parce que c'est des soldats, qui en font leur métier, c'est des soldats de métier en France, mais on était à 1 300, 2 000 euros. C'est ça l'ordre de grandeur? Oui, alors, quand ils sont en opération. Oui, c'est l'ordre de grandeur normal. Quand ils sont en opération, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Ils doublent leur salaire? Oui, c'est à peu près de 2 à 3 fois, ça dépend du grade, ça dépend de l'ancienneté. Quand ils vont au Mali, quand ils allaient au Mali. Voilà, quand ils vont au Sahel, il y a une prime particulière qui fait que pendant les 4 mois où ils sont en opération, ils touchent beaucoup plus. Isabelle, qu'est-ce que ça nous raconte? Eh bien, une chose, je me demande si ça ne veut pas dire que Vladimir Poutine a peur, en fait. Parce qu'il y a une solution, c'est décréter la mobilisation générale. C'est exactement ce qu'il ne veut pas faire. Pourquoi? Parce que quand il l'a fait en Tchétchénie, enfin, les 2 guerres ont été différentes, mais les Russes ont perdu la première guerre de l'information, la première guerre en Tchétchénie. Et une des raisons pour lesquelles ils l'ont perdue, c'est que parce que l'arrivée massive de conscrits et de soldats de toute la Russie avait créé un mouvement assez spectaculaire qui s'appelait les mères de soldats. Et ces mères de soldats avaient eu un pouvoir et une influence assez considérable. Et suffisamment, bon, elles protestaient contre le fait que leurs enfants soient envoyés combattre en Tchétchénie. Et qu'ils revenaient blessés. Ça avait été suffisamment violent comme mouvement pour faire perdre plusieurs points de popularité à Vladimir Poutine. Quand au début de la guerre,
Vladimir Poutine a vu les manifestations qui étaient quand même assez impressionnantes, hein, de plusieurs milliers de personnes dans les grandes villes. Il y a eu des milliers d'arrestations. Il sait que ce germe existe en Russie. Et donc, il ne veut pas, en fait, recruter de manière systématique parce qu'il ne veut surtout pas prendre ce risque. Ça dit aussi une autre chose. Pardon, je vous interromps. Oui. C'est assez étonnant parce que dans cette Russie qu'on dit cadenassée, le seul contre-pouvoir qui est vraiment craint au Kremlin, finalement, c'est celui-là. C'est celui des familles, c'est celui des maires. C'est le pouvoir de la rue, en fait, qui est craint au Kremlin. Et c'est vraiment une des choses qui motive de nombreuses décisions de Vladimir Poutine. C'est-à-dire que depuis le début, Vladimir Poutine a peur que son pouvoir, son trône, subissent le même sort que dans les pays voisins dès qu'ils soient chassés par des révolutions, les révolutions de couleur comme en ex-Union soviétique ou les révolutions des printemps arabes comme au Moyen-Orient. Donc c'est vraiment ce qui l'inquiète le plus. Ça veut dire une autre chose, parce que quand Vladimir Poutine essaye de faire venir des volontaires, en général, on va les chercher dans les régions les plus éloignées de Moscou. Ou alors là, on va les chercher depuis quelques jours aussi dans les prisons, hein, dans une prison de Saint-Pétersbourg. On a vu ces images aussi. Pourquoi ? Parce que il faut éviter, en fait, d'abord, il veut éviter que des effets négatifs de la guerre gagnent les grandes villes, comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Et aussi, il veut éviter, en fait, cette proximité troublante pour un combattant de Moscou, par exemple, ou de Saint-Pétersbourg, à qui on demande d'aller tuer son frère ukrainien. C'est très compliqué. Les deux peuples sont quand même mêlés. Il y a des familles mixtes et pendant très longtemps, on leur a dit que c'était le même peuple. Et quand on envoie quelqu'un dans la banlieue de Moscou se battre en Ukraine, ça démotive quand même. Alors que quand on va chercher des combattants en Bouriatie ou dans les républiques asiatiques qui n'ont absolument rien à voir avec la culture moscovite et aussi avec la culture ukrainienne, ça évite de se poser des questions. Et on a un cœur un peu plus ardent au combat, si tant est que le mot ardent puisse s'appliquer à la guerre russe en Ukraine. Mais donc ça dit beaucoup de choses. À l'appui de ce qu'on entend, Catherine, je vous fais écouter un document. Vous savez que les services ukrainiens, aidés sans doute par les Américains, interceptent des conversations de soldats russes parce que visiblement le matériel n'est pas tellement codé, pas tellement perfectionné d'un point de vue électronique. Et cette conversation-là confirme qu'effectivement le quotidien des soldats russes est toujours aussi éprouvant, pour ne pas dire davantage. Là, c'est dans la région de Kharkiv où il y a aussi beaucoup de combats. Écoutez ce qui a été rendu public donc, par les services ukrainiens. Да уже месяц в этой деревне, ебать, сидим. Нихуя наступления не можем двинуть нормально. Укры все нахуй въебывают наше подразделение. Не дают двинуться, просто пиздец, у них опорники хорошо оборудованы. Все, танк выкатился по нашим, отхуярил, нахуй, укатился. Они только идут, пулеметы открыли огонь, нахуй, наши подавили, все, наши опять идут без одного. Все, у них только наши двинулись, там выкатили технику, наши, их расстреляли по нашей, сработало по нашей пехоте, все, пиздец, наши все в панике, все, нахуй, никто не хочет в наступление идти. Технику разъебали, минометы разъебали, все пиздец, остались без нихуя. Все пиздец. Вот оно наступление. И так нахуй неделю. Угу. Перспективы еще никакой, да? Больше нихуя, просто нет нихуя, осол совсем. Voilà, montage Marco Naudin. Apparemment, il y a d'autres extraits où ils sont, comment dire, un peu plus vindicatifs. Parce que là, finalement, c'est des remarques de soldats qui sont dans une situation militaire difficile, mais ça n'est pas tellement plus que ça. Catherine, est-ce que vous dites que là, c'est un aspect qui compte dans cette guerre et qui peut compter de plus en plus ? Le moral des troupes ? Le moral des troupes, la difficulté à reconstituer ses troupes, à étoffer ses troupes. Mais c'est-à-dire que Vladimir Poutine est pris à son propre piège. À partir du moment où il n'a jamais voulu prononcer le mot de guerre et qu'il se limite effectivement à l'opération spéciale, comme le disait Isabelle Lasserre, effectivement, il ne peut pas sonner la mobilisation générale. Donc, il est obligé d'essayer effectivement de trouver en plus des troupes dans les régions les plus reculées du pays, parce que il y a aussi un autre problème, c'est que la démographie en Russie, c'est plutôt assez catastrophique. Et les régions où il y a encore aujourd'hui beaucoup plus d'enfants et donc de jeunes aptes à aller se battre, c'est justement dans ces régions qui sont en effet non slaves et où on empêche en même temps effectivement une fraternisation possible entre les Ukrainiens et les troupes allant sur le terrain en Ukraine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point ça prouve qu'il n'y a pas d'adhésion
de la population russe à cette guerre. Parce que, par exemple, l'année dernière encore, il y avait eu un sondage de l'Evada, qui est un institut de sondage crédible en Russie, et où 61% de la population russe considérait qu'un homme, un vrai, devait à un moment ou à un autre passer par l'armée, effectivement, dans sa vie. Et là, on voit que l'armée russe, elle n'a plus ce pouvoir dément pour les hommes et les femmes, mais surtout les hommes, en l'occurrence, puisque Vladimir Poutine en est réduit, effectivement, à déléguer à ses représentants sur le terrain de trouver toute solution possible pour réussir à les faire venir avec des sommes, effectivement, mais astronomiques. Et alors là, il faut que vous nous expliquiez, parce que, bon, il y a ce sondage dont on faisait état hier et qui parlait justement des 18-24 ans et qui montrait que cette guerre était impopulaire à hauteur de 56%. Une majorité des 18-24 ans, a priori les premiers concernés par ces appels, sont hostiles à cette guerre. Et dans l'ensemble de la population, c'est 30%, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Donc on entend un peu tout et son contraire sur cette armée russe. On entend que là, elle gagne du terrain dans le Donbass, certes largement grâce à son artillerie, pas tellement grâce à son infanterie. Et là, on parle de soldats, donc des soldats qui vont directement au combat. Donc on est un peu désorienté entre ceux qui nous disent la Russie est dure au mal. Elle peut supporter, et les soldats peuvent supporter beaucoup plus que ce que nous pourrions supporter, par exemple. Et puis en même temps, on entend dire qu'elle pourrait manquer de bras et que ça pourrait précipiter sa perte. Où est l'équilibre? Oui, pardon. Je pense qu'il y a un problème de génération aussi, et que Poutine n'a pas bien perçu que la jeunesse russe est plus proche, j'avais dit, de notre jeunesse occidentale que ce qu'il imaginait. Donc il y a cette difficulté qu'on voit dans les sondages. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la méthode utilisée, au-delà de l'argent qui est mis sur la table. C'est incroyable l'argent quand même. Oui, mais aussi la décentralisation, c'est-à-dire la responsabilité des subordonnés qui, s'ils n'envoient pas des bataillons, vont être fautifs, et donc ça se passera très mal pour eux. Donc je pense que ces deux aspects, à la fois de la jeunesse qui est plus proche de nous que ne le sont peut-être les populations dures au mal, comme vous le dites, un peu plus âgées, et puis le fait que il est obligé de prendre des verrous très serrés, et donc de responsabiliser les locaux pour je vous donne la parole, Jean-Dominique, mais général, sur cette question-là, on voit que la force de cette armée russe, c'est son artillerie. Oui. C'est qu'elle peut balancer des milliers et des milliers d'obus, pas tous très précis, mais qu'au final, c'est la stratégie de destruction. Pour une armée comme celle-là, une stratégie comme celle-là, est-ce si grave de manquer un peu de bras? Non, mais alors, c'est là où il faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'ils manquent de bras qu'ils ne vont pas continuer à progresser dans le Donbass. Mais je pense aussi que c'est à cause de ça que le président parlait tout à l'heure de la difficulté de l'été et de l'hiver et de l'automne. Mais je pense que ça va être la même chose sur le terrain. Il y a une usure de l'armée russe qui fait que quand elle aura conquis le Donbass, aller plus loin, ça va devenir compliqué. Aujourd'hui, ils sont obligés de marquer une pause. Ça n'empêche pas les tirs d'artillerie. On parle de 6000 obus en phase offensive par jour. Mais ça veut dire que cette phase d'offensive va être extrêmement lente parce que ça manquera d'infanterie. Et que quand ça sera arrivé à la limite du Donbass, je pense que le président Poutine sera heureux de clamer victoire en disant « j'ai libéré le Donbass » avant que ça ne puisse se retourner contre lui. Et donc installer toutes les forces, comme il le fait dans le Sud. Est-ce qu'on a tant besoin d'infanterie dans une guerre comme celle-là? Ah ben oui. Est-ce qu'on a tant besoin de soldats? D'abord, il y a besoin de conquérir, mais il y a ce besoin de tenir aussi. Une fois que vous avez conquis, oui, mais quand on tient, quand on défend, on nous dit qu'il faut un défenseur pour 10 attaquants. Oui. C'est ce qu'on disait pour les Ukrainiens. Ça dans les villes. Dans les villes. Jean-Dominique. Ouais. Deux choses. Je pense que les effectifs russes peuvent leur permettre de faire des choses à une échelle de la dizaine de kilomètres, en comptant en dizaines de kilomètres. 20, 30, 40, 50 kilomètres. Voilà. Pas plus. On parle d'un front qui fait plus de 1000 kilomètres quand on le détaille centimètre par centimètre. Donc, oui, ils peuvent continuer à progresser de quelques dizaines de kilomètres dans le Donbass, 10 kilomètres par semaine, des choses comme ça. Oui, ça c'est possible. Dans le rapport de force, il ne faut pas oublier qu'en face, ils ont une armée ukrainienne qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. C'est une armée qui est beaucoup plus motivée, d'abord, qui a des effectifs nettement supérieurs,
parce que les gens se mobilisent pour défendre leur pays. Donc il y a en face, il y a une armée qui est d'excellente qualité. Et c'est la grande découverte de cette guerre depuis bientôt 5 mois. Est-ce que pour vous, Jean-Dominique, qui connaissez bien ces conflits, qui en avez beaucoup couvert, c'est un facteur décisif ou pas tant que ça, compte tenu de la façon dont se déroule cette guerre? Ce qui est un facteur décisif, c'est le rapport de force. Aujourd'hui, il permet à la Russie de tenir ce qu'ils tiennent, voire de progresser un peu. Il ne permet pas à l'Ukraine de reconquérir le territoire. Aujourd'hui. La Russie ne pourra pas contrôler toute l'Ukraine, même elle ne pourra pas prendre 20% de plus. C'est inimaginable. Ils n'ont pas la capacité humaine de le faire. Pour l'instant, alors on commence à entendre parler d'offensive ukrainienne dans le sud, vers la ville de Kherson. Les Britanniques disent qu'il faudrait que les Ukrainiens aient une force d'1 million. Bon, tout ça me semble des chiffres aujourd'hui démesurés. Un jour, sans doute, ils l'auront, parce qu'ils sont, eux, dans une dynamique de construire avec le soutien occidental, et pour dire les choses, avec le soutien direct américain, que ce soit en matériel, en conseil, en renseignement, ils sont en train de construire un outil militaire qui, un jour, leur permettra peut-être de le faire. En face, on ne voit pas ça. On ne voit pas la Russie en train de construire un outil militaire capable de prendre le contrôle de l'Ukraine, de retourner à Kiev. On ne voit pas ça. On voit des tirs, on voit des tirs encore dans des zones dans l'ouest du pays. Ils tapent des choses, on ne comprend pas pourquoi ils tapent là-dessus. Ça tombe une fois à côté. Enfin, il y a quand même deux dynamiques. La Russie n'est pas dans une dynamique de la victoire, même si, encore une fois, je dis qu'ils ne sont pas en train de perdre, mais ils ne sont pas... Et en face, on voit quelque chose qui est en train de se structurer avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de soutiens occidentaux, et qui va finir par produire de l'effet. Mais c'est en tout cas... Attendez, on parle en mois. Peut-être, c'est peut-être 2023, 2024, 2025. Mais la dynamique et l'évolution est importante. On n'en sait rien. Ce scénario-là, c'est vraiment des choses comme ça. C'est le scénario qu'on peut souhaiter. Isabelle, est-ce que vous partagez cette idée-là, de la dynamique plutôt du côté ukrainien et du facteur décisif du nombre d'hommes russes? Oui, pas tant que ça. Alors l'opposant et ancien champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, a une image que je trouve totalement appropriée à ce sujet. Il dit qu'il y a 2 sabliers qui coulent en même temps. Le premier sablier, c'est celui des forces militaires russes qui en fait s'effritent et s'affaiblit semaine après semaine. Et le deuxième sablier, c'est le sablier de la volonté occidentale d'aider les Ukrainiens à construire leur armée. Il y a une course de vitesse entre ces 2 sabliers. Et ça me paraît assez... C'est ça. Et aujourd'hui, on est un petit peu au milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, la victoire de l'Ukraine dépend de l'aide occidentale et surtout de l'aide américaine. Peut-être que dans 6 mois, les Ukrainiens seront... assez équipés pour voler de leur propre... Mais ce qu'on en sait de cette aide occidentale pour l'instant, c'est qu'elle ne faiblit pas. Non. Elle ne faiblit pas, mais elle n'est pas assez... substantielle pour permettre de véritables offensives et contre-offensives de la part des Ukrainiens. Ça changera peut-être, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que le temps, en ce moment, semble plutôt jouer pour les Ukrainiens. Il jouait pour les Russes le mois dernier. On s'installe dans une guerre d'usure et ça va durer comme ça assez longtemps. Hein. Des pauses opérationnelles russes, puis une reprise de combat, des villes qui tombent, des contre-offensives ukrainiennes. On en a pour très longtemps. Il faut aussi replacer tout ça dans les propos récents de Vladimir Poutine, qui a réaffirmé qu'en fait ses objectifs pour l'Ukraine étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire démilitariser l'Ukraine. Ça veut dire refaire de l'Ukraine ce pays neutre, cette zone tampon entre la Russie et le monde occidental que voulait Vladimir Poutine, et aussi se débarrasser de ce gouvernement. Donc on peut tout à fait imaginer une autre attaque dans 6 mois, encore une colonne pour essayer de se débarrasser du pouvoir ukrainien. Parce que si la Russie n'a pas les moyens d'occuper intégralement l'Ukraine, ni même de faire tomber intégralement l'Ukraine, l'une de ses stratégies, c'est de décapiter le pouvoir pour installer une marionnette à la place. Et bien évidemment, ça ne marchera pas. Ça marchera encore moins demain qu'il y a 3 mois. Mais dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'est quelque chose visiblement auquel il pense encore, puisqu'il continue à le dire. Or, Vladimir Poutine, quand même depuis toujours, fait ce qu'il dit.
et fait ce qu'il écrit. Donc il faut l'entendre à chaque fois. Oui, général. Oui, juste un mot sur la capacité de l'armée ukrainienne. Ça prend du temps de monter ça. Aujourd'hui, il y a des Ukrainiens qui sont en formation en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Il y a des armements qui sont donnés. Tout ceci prend du temps. Donc, oui. Ça fait 2 mois qu'on dit que ça prend du temps, mais cela dit, ça prend peut-être plus que 2 mois. Oui. Le temps médiatique n'est pas le temps médiatique. Exactement. Former des soldats avec des armements nouveaux, des tactiques nouvelles, etc., ça prend du temps. Et en 2 mois, c'est minime. Si vous voulez, si on avait des soldats français qu'on envoyait au combat, on ne les enverrait pas au combat au bout de 2 mois. On les enverrait au combat au bout de 4 à 6 mois. Donc ça prend du temps, mais c'est vrai, le sablier, c'est très intéressant. Et je pense qu'effectivement, on va arriver à une usure réciproque. Et je suis assez d'accord sur l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que probablement à la veille de l'hiver, il va y avoir une stagnation pendant un moment et que les contre-offensives pourront venir après. Après, à ce moment-là, l'armée ukrainienne sera prête pour des contre-offensives. Dans quelle mesure, ça, je ne sais pas. Mais la ligne de 1000 km dont parlait Jean-Dominique Merchet, à tenir, c'est un sacré challenge. C'est pas en recrutant des soldats pour 4 mois qu'on va faire ça. Ça va prendre du temps. Même à 60 000 € équivalent. Ah oui, il va falloir recruter beaucoup de soldats. Un dernier mot avec vous, Catherine, sur ce qu'a déclaré Emmanuel Macron tout à l'heure à propos de cette guerre. Parce qu'il aurait pu être beaucoup plus flou, Emmanuel Macron. Il a été assez alarmiste. Écoutons-le et on vous entendra. Je le dis, donc cette guerre va durer, mais la France sera toujours en situation d'aider l'Ukraine, comme nous l'avons fait, sur le plan militaire, humanitaire, économique et politique, de tout faire pour stopper l'effort de guerre russe par des mesures de sanctions. Nous voulons stopper cette guerre sans nous impliquer dans cette guerre. Et en même temps que nous voulons tout faire pour que la Russie ne puisse pas gagner, pour que l'Ukraine puisse défendre son territoire, nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Voilà. Il a même dit dans un autre extrait, il parle de la guerre elle-même et que ce serait sûrement très dur cet été et cet automne. Plus intense. Exactement. Mais c'est là où on va arriver en fait à l'heure de vérité, c'est-à-dire le soutien des opinions publiques occidentales, effectivement, à la fin de l'été et singulièrement l'hiver, quand il va commencer à faire froid. Et tout le monde, les Allemands, les Français, le président Macron aujourd'hui, l'ont tous dit, il va falloir faire des sacrifices. Les Allemands, ils parlent déjà d'un chauffage à 17 degrés pour l'hiver. Est-ce que les opinions publiques occidentales vont continuer à soutenir leur gouvernement pour continuer ces dépenses qui sont quand même, qui se comptent en centaines de millions de dollars et d'euros pour soutenir l'Ukraine? Et ça va être la difficulté. C'est ce que dit aussi Emmanuel Macron quand il dit on veut que l'Ukraine gagne cette guerre, mais sans être impliquée. Donc c'est une équation où il faudra vraiment réussir à tout mettre en place de manière à continuer à ne pas être considéré comme co-belligérant et à continuer à avoir le soutien des opinions publiques occidentales pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'opinion publique occidentale? Vous la voyez flancher? Vous la voyez tenir? Flancher, je ne sais pas, mais je sens effectivement qu'il commence à y avoir des fissures. C'est-à-dire que je ne parle pas de fracture encore, mais quand on se souvient du début de la guerre, où effectivement il y a eu un grand élan dans le monde occidental. Encore une fois, n'oublions pas... On ne parle que du monde occidental, on parle que de nous-mêmes. Voilà, on ne parle pas des autres. Soyons égocentriques. On ne parle pas maintenant, en tout cas, c'est ça. Et où il y avait vraiment, on a senti un sentiment de solidarité qui était un peu présent partout. Et là, moi, je trouve qu'on commence à entendre des réflexions sur mais ça va nous coûter très cher, comment on va faire, le pouvoir d'achat, le chauffage, le gaz, le pétrole. Et finalement, ce peuple ukrainien que les Occidentaux ne connaissaient pas tellement, il commence à se poser des questions sur mais après tout, pourquoi on ne laisserait pas le Donbass aux Russes? On n'en parle plus, la guerre est finie. Et d'ailleurs, pour aller acheter du gaz au Qatar, au Venezuela et en Iran, si ça se termine comme ça, Vladimir Poutine, finalement, dans la liste des défenseurs des droits de l'homme, il va remonter quelques crans par rapport aux autres. Donc, il va aussi falloir expliquer pourquoi on n'achète plus le gaz à la Russie, mais qu'on va l'acheter parce que, justement, il y a une agression, que c'est inadmissible, etc. Mais pourquoi on va l'acheter à des régimes qui sont quand même peu fréquentables? C'est difficile à anticiper. Mais... Moi, je pense qu'il y a... Le rôle des Européens, notamment des Français et des Allemands, est quand même assez modeste en Ukraine. Il y a un pays qui compte. Tant que ce pays soutient l'Ukraine, ça continuera. Ce sont les États-Unis. Voilà. Et pour les États-Unis, si les États-Unis changent de politique en disant pour nous, bon, c'est bon, on va trouver un compromis avec la Russie, ça s'arrêtera. Tant que l'administration américaine y va en se disant...
on ne les lâchera pas et on a envie d'affaiblir la Russie, ça continuera. Ils ne sont pas prêts de changer. Et ils ne sont pas prêts de changer parce que manifestement, les républicains qui pourraient gagner les élections partielles, mid-term, en novembre, sont sur une ligne assez dure face à la Russie. Donc, logiquement, c'est le soutien américain. Oui. Qui est déterminant. Et britannique parce qu'ils suivent les Américains. Et vous, que vous dit votre intuition? Sur le dossier russe, c'est comme d'ailleurs sur le dossier iranien, c'est très différent chez nous en France, mais aux États-Unis, il y a un accord bipartisan, donc il y a une espèce de consensus là-dessus. Oui. Donc la politique américaine ne changera probablement pas. Je parle sous le contrôle de Catherine. Merci Catherine, merci Isabelle, merci Général Jean-Dominique, vous restez avec nous quelques instants, mais on vous libère.